Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour ce qu'on voulait faire, évidemment, un point presse sur notre candidature. Nous avons naturellement annoncé la semaine dernière, chacun a pu le reprendre. Point presse, s'il en est, j'ai envie de dire que ce serait plutôt interactif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne suis pas là pour faire une messe, pour être très clair. J'aime pas ça, j'aime pas quand c'est descendant, dans la vie des collectivités, dans la vie des élus, dans la vie des Français, donc j'aime pas non plus qu'une conférence de presse soit quelque chose qui soit descendant. Et puis donc on voulait simplement, à travers vous, échanger sur notre candidature, qui est d'abord, avant tout, évidemment la conséquence de la décision du président de la République, enfin qui est d'abord et avant tout la possibilité pour Guy Bricout de mener campagne et de se représenter à cette élection. Il avait évidemment la légitimité pour le faire, compte tenu à la fois de l'homme et du député qu'il a été. Je reviendrai, ou tu reviendras, Fred, comme tu veux, sur l'activité de ton père ou du député. Ce sera mon père. Voilà. Mais en tout cas, il a été un excellent député. Vous avez des nouvelles justement de monsieur le député? Oui, à minuit moins le quart, il envoie encore des textos, le député Bricout. Donc il va bien. Il va bien, bon, il avait un peu de fièvre hier, il pensait sortir aujourd'hui, bon, ça va être compliqué. Bon, il est comme un lion en cage, hein, parce que lui, c'est toujours activité. Donc déjà, on a bien rigolé parce qu'il est parti à l'hôpital avec son costume. Et du boulot. Voilà, bon, il a du mal à couper. Ouais. Mais bon, c'était un choc pour lui, hein, cette dissolution, ça a été terrible. Hein, parce que, comme pour tous les Français. C'était toute sa vie, et puis ça s'arrête du jour au lendemain, c'était sa passion. Voilà. Merci. Oui, cette décision elle est d'une violence inouïe, hein, à la fois évidemment pour les Françaises et les Français, mais aussi pour le député qui, au moment même où le décret du président sort, n'est plus député. Et donc, toutes les conséquences que ça peut emporter, c'est violent comme décision. Et c'est normalement une décision qu'on ne prend pas à la légère. Je suis pas convaincu que c'était le cas en ce domaine. Donc le député Bricout va bien, il s'est réveillé mardi soir jusqu'à minuit moins le quart, on envoyait des textos, et depuis mardi, on a une boucle WhatsApp, voilà. Faut faire ci, il faut faire ça, il est dans la campagne, il est membre de la campagne, grâce à la technologie moderne. Face à cette situation, il a fallu qu'on prenne une décision. Quand je dis on, nous, c'est évidemment les principaux maires de la circonscription, les conseillers départementaux et régionaux. Cette décision, vous la connaissez, en tout cas c'est la méthode qu'on a employée. C'est pas un candidat qui a levé la main en disant j'y vais, c'est quelle est la candidature du territoire et donc des élus du territoire. Et évidemment, la nécessité de rassembler le Cambrésis, la nécessité de rassembler le Cambrésis, le Caudrésis, le Catésis, s'est traduite par une candidature et une présidence du comité de soutien. Notre candidature, moi en tant que titulaire, le maire de Caudry, Frédéric, en tant que suppléant, et une présidence du comité de soutien assurée par Serge Siméon, qui nous fait cette amitié de présider notre comité de soutien. Donc voilà, c'est vraiment un Cambrésis uni et rassemblé qui se présente aux électeurs lors de cette élection, avec, j'ai envie de dire, le bon sens des élus locaux, l'expérience des élus locaux, le bon sens des élus locaux, ceux qui sont au quotidien aux côtés des habitants, aux côtés des entreprises, aux côtés évidemment des collectivités locales, aux côtés des maires de cette circonscription, qui aujourd'hui qui nous soutiennent, 85% des maires de la circonscription nous soutiennent. Voilà. Nous avons l'engagement de 70 maires de la circonscription sur 84 à nos côtés avant le premier tour de cette élection. C'est évidemment une marque de confiance. Cette marque de confiance traduit un engagement, je veux dire, à la fois personnel et élu pour Frédéric et moi, au service de ce territoire depuis longtemps. Frédéric, évidemment, comme maire de Caudry, en charge du développement économique à la CA2C,
conseiller départemental. Moi, j'ai été le benjamin du conseil départemental il y a maintenant des temps très anciens, même si je n'ai que 43 ans. Je suis un vieux conseiller départemental, évidemment au service du canton de Cambrai, et puis ensuite je suis devenu vice-président du département du Nord en charge de l'aménagement du territoire. D'ailleurs, quand Guy est devenu député, c'était sa délégation. Donc le vice-président pour l'ensemble des communes et intercommunautés du Nord en charge de l'aménagement du territoire. Ce qui fait que, eh bien voilà, comme Frédéric, au quotidien, on aide les maires à sortir leurs dossiers, à faire face à la difficulté de tenir une mairie, parfois seul, parfois avec un seul personnel, deux personnels. Ils ont toujours pu compter sur nous. Et lorsqu'on a présenté notre candidature, ils nous l'ont rendu, simplement en disant on vous fait confiance, on vous connaît, vous êtes du territoire, vous êtes du Cambrésis, d'Argy, et on sait que vous pourrez porter la voix des habitants et du territoire à Paris. Voilà. C'est la traduction de ce soutien et on en est très fiers, et pour nous c'est une grande responsabilité, c'est vraiment une très grande responsabilité. Responsabilité qu'ont porté avant nous Guy Bricout, François-Xavier Villain à l'Assemblée nationale, que demain le ticket qu'on présente aux électeurs est celui-ci. Et pour nous, ça nous oblige, comment dirais-je. Logique. Et puis évidemment, je suis président de la communauté d'agglomération de Cambrai depuis quelques années maintenant. Et voilà. Le soutien des maires de la communauté d'agglomération est quelque chose que je prends cette fois tout à fait personnel, de manière très affectueuse et très amicale, comme une grande reconnaissance. Notre parti, c'est celui du territoire. On a des idées, je suis gaulliste, pas de problème. On a des valeurs, on est républicain, pas de problème. Qu'est-ce que vous allez proposer justement aux habitants du Cambrésis si vous passez député? Des lois de bon sens, comme Guy Bricout l'a fait, du bon sens, un peu de retour du bon sens à l'Assemblée nationale, la fin de député hors sol. On avait la chance dans la circonscription de ne pas avoir cette considération-là. Enfin, on a quand même constaté pendant de nombreuses années l'Assemblée nationale composée de députés qui n'avaient pas les mains dans le cambouis, touchaient plus terre, et ne savaient pas ce qu'est la ruralité, ne savaient pas ce que sont les contraintes administratives des entreprises ou des mairies, ou des collectivités, avaient des réponses complètement un peu décalées aux questions de pouvoir d'achat, etc. Bon sens, on vit ici, on est d'ici, on vit ici, bref, on est ancré ici, c'est notre territoire. Puis après, si tu permets, Nicolas, pour répondre. Bien sûr, parce que moi je peux parler. Ouais, c'est ça. Non, c'est surtout, alors, ce qui est important, et très important dans cette campagne, c'est un rôle de facilitateur. On l'a vu notamment avec les affaires Tereos et Buitoni. On a eu un député qui a été tapé à la porte des ministres en disant écoutez, chez moi là, il y a beaucoup de pertes d'emplois, il faut que vous bougez, venez. Voilà, donc on a les ministres qui sont venus. Guy Bricout, il a obtenu un nouvel échangeur à Cambrai. Il allait voir les ministres pour ça, il allait voir le patron de la SANEF qui a financé. Ben voilà, c'est ça, c'est pas je veux dire, alors nous, on a fait effectivement cette indépendance, c'est-à-dire que Nicolas, il va voter ce qu'il a envie de voter. Hein, voilà, on ne va pas lui dire tu votes ça et puis tu t'écrases. Hein, donc, c'est pas mon caractère. Voilà, non, il va voter ce qu'il a envie de voter, il va voter des votes de bon sens. Et puis donc, il va avoir ce rôle de facilitateur, il connaît parfaitement le territoire. Moi également, hein, la particularité, c'est que moi, je le dis, je suis né à Caudry. J'ai passé mon bac à Cambrai, j'étais au lycée Fémnon. Et mon premier boulot, je l'ai commencé au Cato, au Crédit Mutuel. Donc, vous voyez, moi, je suis vraiment un pur produit made in Cambrésis, quoi. Voilà, donc c'est ce qui est important. Mais c'est vraiment le rôle de facilitateur, parce que les gens se disent, bon, un député, j'ai pas plus envie de voter pour lui, parce que c'est qu'un mec qui va faire des lois, etc. Mais c'est pas ça. L'intérêt des gens du Cambrésis, c'est de voter pour quelqu'un qui connaît bien, qui est ancré dans le territoire, et qui va avoir ce rôle de facilitateur et de promouvoir son territoire. C'est-à-dire qu'en cas d'élection, vous direz dans quel groupe à l'Assemblée? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que ce sera l'IOT si ça existe encore? Ouais, c'est le sujet. Est-ce que ça existera encore? Bon, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est des élus non inscrits. On a des idées, des valeurs, il n'y a pas de problème.
Mais on est des élus non inscrits. Moi, je suis vice-président de la Fédération des élus non inscrits du Nord pour le Cambrésis. Depuis qu'Alex Turc l'a créé, depuis que Jean-Pierre Decol en a été le président, je suis devenu vice-président du Cambrésis. J'ai connu la FENIN du temps où c'était Alex Turc qui en était président, puis reprise par Jean-Pierre Decol. Je suis le vice-président de cette association Fédération des élus non inscrits du Nord depuis très très longtemps. Tout simplement parce qu'on n'est pas carté. Et la traduction de voter des lois de bon sens, vous avez posé la question, Frédéric a dit ce que c'était des lois de bon sens, ça a une conséquence évidemment sur une forme d'indépendance, y compris dans l'Assemblée nationale. Moi, ce sera le groupe des indépendants, peut-être même non inscrits. Où j'ai aucun problème au départ, et c'est compliqué la vie d'un élu non inscrit. J'ai aucun problème à être non inscrit au début de la législature, ce qui a d'ailleurs été le cas quand je suis devenu conseiller départemental. J'ai été 2 ans non inscrit avant de rejoindre l'Union pour la Nord. Êtes-vous à l'aise avec les mesures qu'il propose le gouvernement maintenant? C'est pas maintenant, c'est les mesures. Qui est aujourd'hui. C'est quoi le cap? Le problème de l'acceptation politique, et donc ça veut dire l'acceptation pour les habitants, c'est quelle est la vision, quelle image, quelle ambition on a pour la France, comment on s'occupe des Français, quel est le cap. Une fois que vous avez défini un cap, il faut définir une méthode. Quelle est la méthode? Comment vous construisez l'action publique? Comment vous construisez des textes efficaces? Ensuite, vous pouvez décliner des décisions. Le problème dans ce pays depuis longtemps maintenant, depuis quelques années, c'est qu'on n'a pas de cap, on n'a pas de méthode, et on a plein de décisions. Et attendez, c'est la chienlit en permanence, parce que personne ne comprend, personne n'y s'y retrouve. C'est l'expression de la colère des électeurs, de la colère, de la peur, du ressentiment lors des élections européennes. Ils se sont dit tout simplement, votre trajectoire ne nous convient pas. Ne nous convient pas. C'est ce qu'ils ont exprimé, cette colère, ce ressentiment. C'est pas un vote d'adhésion au Rassemblement national. Rassemblement national, ouais, c'est le renoncement national, le Rassemblement national. Ils promettent des choses avant les élections européennes et 3 jours après le scrutin, ils disent qu'ils vont plus faire. Et c'est comme ça tous les 3 jours. C'est comme ça sur la retraite, c'est comme ça sur la revalorisation du SMIC, c'est comme ça sur la TVA sociale. Ils repoussent à tout, là. Ils sont aux portes du pouvoir et ils repoussent maintenant au calendes grec tous les sujets qui sont à la fois importants pour les Français et qui ont le sentiment que le sujet n'a pas été complètement traité. Parce qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de méthode et il y a eu des décisions. Bon voilà, non, je serais... C'est important cette indépendance, effectivement, de ne pas être un féodé dans un parti. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de partis où les gars n'ont rien à dire. On leur dit tu votes ça, tu as voté ça. Que Guy Bricout, il avait cette indépendance de dire merde au gouvernement, il l'a souvent dit merde au gouvernement. Guy, il est poli. Hein, oui, il est poli, mais bon, moi je... Oui, bon. Voilà. Je ne dis pas. Voilà. Mais voilà, quand il n'était pas content, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord, c'est tout. Avec la fermeté, voilà. Guy est quelqu'un de ferme. Justement, enfin, deux questions pour revenir un peu sur ce que vous disiez là et un peu avant. Sur peut-être la plus grande mesure sociale qui a beaucoup fait parler, vous positionnez donc la réforme des retraites. Là, à gauche, c'est clair et net, on veut l'abroger. Au RN, c'est ce que vous disiez, ça dépend des jours. Donc première question. Et deuxième, justement, on parlait de Guy Bricout. Il y avait une proposition de loi qui était passée 4 jours après la dissolution de l'Assemblée. Est-ce que vous comptez peut-être, qui semblait être une loi de bon sens aussi pour les personnes victimes de drames de la route, est-ce que vous comptez la reprendre? Oui, moi je continuerai le travail de Guy Bricout. Nous continuerons le travail de Guy Bricout qui ne se résume pas à cette nouvelle proposition de loi sur les victimes, de la route, évidemment. Il avait d'autres sujets sur le feu, et évidemment, ces sujets, je les reprendrai. La liste est tellement grande que je ne suis pas sûr qu'on ait assez de législature pour tous les remplir. Guy travaillait sur des questions de congés, de parentalité, sur les questions de congés aux aidants pour améliorer, renforcer les choses. Voilà, il y a par exemple beaucoup de choses. Évidemment, c'est compliqué à ce stade de répondre définitivement à votre question sur le sujet des retraites.
D'abord parce que l'acceptabilité de cette réforme n'est pas du tout avérée. Quoi qu'on en dise, on continue d'être dans un pataquès impossible. Pourquoi? Parce qu'on a fait passer l'idée que cette réforme était absolument nécessaire structurellement parce que les caisses de retraite étaient vides. Ce qui était absolument faux. Donc j'ai lu le rapport, je l'ai lu parce que j'avais sûrement un peu de temps disponible à l'époque, je ne sais pas tellement, j'étais concerné comme tous les Français. J'ai regardé ce rapport qui reposait sur 3 scénarios. Les 3 scénarios partaient du principe qu'il fallait réformer parce que les caisses seraient vides. Mais le Conseil national d'orientation des retraites, je pense que c'est l'instance qui disait surtout qu'à ce stade, les caisses ne sont pas vides. Et que là encore, comme il n'y avait pas de cap, comme il n'y avait pas de méthode, on est passé en force sur ce sujet. Où est passé le sujet de la pénibilité du travail, cette réforme. C'est ça le vrai sujet. La pénibilité du travail, elle n'est pas traitée. C'est pas parce que vous dites d'un seul coup, on va monter de génération en génération, on va passer de 62 ans à 64, un trimestre par an, etc. Ça, c'est du calcul mathématique budgétaire. Ça ne correspond pas à la réalité de la vie du travail des Français. La pénibilité du travail, elle est aussi réelle chez quelqu'un qui est téléopérateur, assis sur un siège pendant 35 heures avec un casque. Il y a une pénibilité dans ce travail. Que celui qui porte des charges lourdes, évidemment, même si le code du travail c'est protégé, qui fait du TP, etc. Mais allez, c'est tout simple. Une réforme de retraite, pourquoi faire? Si c'est pour satisfaire aux agrégats financiers de l'Union européenne à notre égard, c'était pas la peine de le faire. On est déjà en haut. On fait une réforme du travail parce qu'on considère que dans ce pays, la solidarité nationale vous fait une promesse. Si vous travaillez tout le temps d'une carrière, 40 annuités, 40 ans, c'est long dans une vie, 40 ans, c'est pas rien. Le système et le pays s'occupera de vous quand vous travaillerez plus. C'est ça la promesse initiale de cette nationale. Cette promesse-là, elle est toujours gravée, je vais dire presque au fronton de la protection sociale des Français. Mais elle prend des coups de griffe si on traite tous les sujets de la même manière. L'égalité en matière de retraite, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est l'équité en matière de retraite qu'il faut faire. Et là, on a une réforme qui traite tout le monde de la même manière. Évidemment, sur ce sujet-là comme d'autres, les choses restent à améliorer. Le problème de tout ça, c'est une réelle déconnexion avec le terrain. C'est ce que je reproche. Et bon, c'est notre force, parce que nous, le terrain, on connaît par cœur. On est au contact de nos habitants chaque jour. On sait leurs problématiques. Moi, je fais des permanences tous les mois pour recevoir des gens avec toujours les mêmes problématiques. On les connaît. Et le problème, moi, il y a quelque chose que je déplore déjà, et je le dis haut et fort, c'est que nos élus nationaux, qu'ils soient président de la République, ministre, n'aient jamais été ni conseiller municipal, ni adjoint au maire, ni maire. Je veux dire, quand ils arrivent dans une commune, on a tout nettoyé, on a mis les mendiants de côté, on a rebouché les trous, on a tout nettoyé, puis on fait un casting pour que les gens disent bon, on est heureux, tout va bien. Voilà, nous, c'est pas notre cas, nous, on connaît parfaitement le terrain, on sait comment ça se passe. Non, nous, on n'est pas bon en com Instagram, on n'est pas très bon en com TikTok. Ouais, on s'y met, hein, mais on n'est pas très bon. Mais parce qu'on est au travail tous les jours, depuis des années, pour ce territoire. Et que là, c'est une petite journée, ça. C'est une petite journée. Moi, je suis sur Apple, le calendrier. Ouais, moi, je suis Apple. Bon, voilà, c'est... Un peu paysan, moi. Vous avez l'amabilité de ne pas nous poser la question de notre investiture. C'est gentil de faire ça. C'est gentil de votre part. Est-ce que vous avez la possibilité de la refuser, cette investiture? Mais figurez-vous que j'ai enfin... Non, mais ça fait une semaine que ça dure, c'est insupportable. C'est un peu à l'image... Je vais éviter d'être désagréable. En fait, une investiture, c'est rien, d'abord. Ça ne représente rien, une investiture. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Donc, absolument, comme en face, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas refuser rien. Bon. Voilà. En l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas de candidat. C'est pas plus simple, quoi. Et les représentants locaux,
majorité présidentielle a décidé de ne pas se présenter, et donc ils n'ont pas de candidat. C'est pas une investiture, c'est pas un soutien, je vais vous le dire, même pas un soutien. C'est ils n'ont pas de candidat au nom de l'absence de candidat de la majorité, ils se reposent vers ce qu'ils ont appelé la réserve, réserver la circonscription pour l'arc républicain. Ce qui, normalement, a dû rentrer dans l'ordre depuis 2-3 jours. On invite à consulter la liste nationale qui est enfin rentrée, on va dire, rentrée dans le rang de la normalité. Parce que c'est un peu la conséquence de la traduction de ce que je vous exprimais sur les lois de bon sens, le fait de ne pas appartenir à un parti politique, mais le fait d'être indépendant. On a reçu le soutien de beaucoup de formations politiques qui ne présentent pas non plus de candidats, pour être très clair. On n'est pas, moi je ne suis pas le candidat LR, il n'est pas le candidat de l'UDI, quoi. On est les candidats d'aucun parti, pour être très clair. Mais aucune formation politique ne présente de candidat dans ce territoire. En tout cas, au centre, à droite. Bon, un candidat du Rassemblement national, une candidate de Force ouvrière, lutte ouvrière, et un candidat de la NFI. Voilà, avec évidemment les suppléants. Ce sont eux qui présentent ce sont ces partis politiques-là qui présentent des candidats de partis politiques. Nous, les autres partis ne présentent pas de candidature, et donc, ils soutiennent la candidature du territoire, en fait. Ce qui, évidemment, a pu être réglé beaucoup plus facilement dans une campagne qui dure un an, le temps normal d'une campagne législative, ce qui, en 3 semaines, 1 semaine, est un peu long et difficile. Très compliqué. Très compliqué, mais on se devait de continuer d'y aller pour continuer le travail de Guy Bricout, parce qu'il a fait un travail exemplaire. On l'a dit, on l'a redit. Donc on se devait de faire ça, et puis on y allait, mais c'est vrai qu'on sait que ça va être un combat très compliqué. On va avoir besoin de tout le monde. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs du Cambrésis qui seraient tentés par l'étiquette RN? Je leur dis que on comprend tout à fait, on comprend tout à fait leur réaction. Les gens sont paumés, quoi, ils ne savent plus voter, ils sont manipulés. Contre le président. Voilà, ils ont voté contre le président de la République, ils sont manipulés, ils sont en face de partis qui communiquent très bien, qui utilisent effectivement les réseaux sociaux comme il le faut. Voilà, donc ces gens-là sont perdus, mais ce qu'on leur dit, c'est qu'il ne faut pas abandonner leur territoire. Ça a toujours bien fonctionné comme ça. Ils sont ici avec des gens de terrain qui seront toujours là pour venir les voir. Nous, on n'est pas dans l'opportunisme. Nous, on n'est pas venu une fois dans le Cambrésis, on n'a pas fait une commémoration, puis depuis ce temps-là, plus rien, quoi. On est là tous les jours. On y est depuis. Moi, j'y suis depuis 2017. Toi, tu y es depuis un peu plus longtemps. Voilà, on est là tout le temps pour eux. Voilà. Et puis moi, je dis aux gens, s'il y a des gens que j'ai... Renaissance.fr, 18e circonscription, réservée à le républicain. Et moi, je dis, s'il y a des gens que j'ai refusé d'aider, qu'ils votent RN. Mais on ne va pas trouver. Les gens que j'ai refusé d'aider, que Nicolas a refusé d'aider, ça va être difficile à trouver. Parce qu'on a toujours été là pour. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Tout simplement. Nous, il ne faut pas tout mélanger. Mais vraiment, on est fort du soutien du territoire à cette candidature. Vraiment, quand vous avez tous les conseillers départementaux, régionaux, 70 maires qui nous disent écoutez, messieurs, on sait qu'en cas de victoire, vous allez devoir abandonner vos mandats locaux, pour moi, pas pour le maire de Caudry, les Caudrésiens pourront garder leur maire. On sait que vous y allez pour défendre le Cambrésis et on vous fait confiance. C'est quelque chose de... C'est une grande reconnaissance, moi, qui me touche humainement, quoi, personnellement. Je suis... on en est fiers, mais ça nous oblige, voilà. Moi, j'ai le sentiment que le Cambrésis a des choses à exprimer autrement que dans le tripartisme dans lequel on essaie de nous enfermer. Là. On a l'impression qu'il n'y aurait plus d'idées et de valeurs dans ce pays ailleurs qu'à l'extrême gauche, qu'à l'extrême droite et dans la majorité présidentielle. Et c'est absolument pas vrai. Je
j'ai des idées qui sont très différentes. Nous avons une manière de faire de la politique qui est très différente de ce tripartisme qu'on nous vend là depuis la dissolution, qui sera peut-être le résultat des urnes, d'où la difficulté de trouver des groupes politiques après à l'Assemblée nationale, de trouver une gouvernance à l'Assemblée nationale et de trouver un projet pour le pays qui au moins tienne une année, parce que l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute avant 12 mois. Mais en tout cas, je veux dire, nous on s'adaptera, on sera l'un des 577 binômes de l'Assemblée nationale. Mais on y va fort sur nos valeurs et bien posé sur nos deux jambes. Pas de problème. Et comment vous le voyez, ce premier tour sur... Voilà, c'est les résultats, mais plus au niveau participation, abstention, ça revient de plus en plus à chaque élection, le chiffre monte. Oui. Et oui, mais on ne peut pas reprocher aux gens de pas aller voter. Enfin, d'abord, de manière générale, je trouve qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des bébés. Il faut arrêter de prendre les Français pour des bébés. Les Français, ils sont grands, ils travaillent, ils sont parents, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, ils ont une vie professionnelle, une vie associative, une vie sportive. Il faut arrêter de les prendre pour des bébés et donc en permanence donner des leçons. Ça fait des années qu'on donne des leçons, voilà. Y compris sur la question de l'abstention. C'est un message, l'abstention. Ça veut dire, tout ce que vous nous proposez ne nous intéresse pas. Qui en a réellement tiré les conséquences depuis que l'abstention monte? C'est pas la reconnaissance du vote blanc. Elle est complètement partielle. Donc, donc l'abstention et le vote blanc, c'est encore aujourd'hui la même chose. Ça veut dire concrètement qu'il y a une perte de croyance et une perte de confiance dans la capacité de l'action politique à améliorer le quotidien des Français. C'est ce que ça veut dire. Et vous avez un bon contre-exemple, la participation au municipal. Les gens savent ce que peut faire le maire pour eux. Les gens savent ça, et donc participent beaucoup plus à ces élections locales, parce que le maire, il est à portée d'engueulade, comme parfois on peut dire. Il règle les problèmes, il est à portée d'engueulade, mais il est réélu quand même la fois suivante, parce qu'il est là, il est disponible, c'est un élu de proximité. Et nous, notre engagement, c'est ça, c'est d'être un député de proximité, un député du territoire. Voilà. Écouter, entendre et essayer de régler les problèmes. À la fois celui des citoyens, comme ceux des entreprises, comme défendre le territoire face à la technostructure de l'État. Voilà. Et c'est comme ça qu'à mon avis, on peut redonner confiance, je crois, aux Français et aux électeurs. Par la démonstration qu'on est capable de faire une chose. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Dans la vie de tous les jours, il n'y a déjà pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité en politique. Quand dans votre vie personnelle, vous rencontrez une difficulté, passez le moment de la difficulté, eh bien vous vous relancez, vous vous battez. Quand dans votre vie personnelle d'élu, vous rencontrez des entreprises qui ferment, voilà, que ce soit Buitoni ou Tereos, passez le moment de sidération, il n'y a pas de fatalité, il faut se battre. Il faut engager le combat, et puis engager le combat, ça veut dire faire tout ce qu'il faut pour gagner ce combat et cette bataille. Ce qu'on a fait en un an avec Nestlé, Buitoni et Tereos, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, l'avenir industriel des deux sites est assuré, donc c'est en un temps absolument record, quoi. Une annonce cataclysmique en janvier, je crois, puis en mars. Janvier, je crois que c'était Buitoni, mars, c'était Tereos. On s'est battu comme des lions parce que c'est notre caractère. On a été soutenu par nos intercommunalités avec Serge Siméon, Françoise Villain, évidemment à la mairie de Cambrai. Et puis on avait Guy. On est une équipe. En fait, c'est vrai que c'est un binôme, une candidature, mais en fait derrière nous, on n'est pas que deux. On est une équipe qui porte cette candidature. Et donc, quand on se sent fort en équipe, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand on est ensemble, la fatalité, on la renvoie vite dans un tiroir, et puis on se bat pour le territoire, on se bat parce qu'on aime ce territoire et on aime les gens de ce territoire. Non, on va pas interroger. Parce que je referai sûrement... évidemment, vu les délais qui sont un peu fous, il
fallait produire une circulaire. Voilà, on fait la circulaire. Je parlerai sûrement du programme dans une autre séquence, puisque ça c'est la circulaire, et on est en train de finaliser un tract de 4 pages qu'on va distribuer quand il sera imprimé. Le début de semaine prochaine, ce week-end. Déjà, on est en train de coller les affiches. Des affiches. C'était pas raisonnable cette décision. Cette décision était pas Justement, c'est pas compliqué aussi pour vous. Bon, c'est compliqué pour tout le monde, mais là, faut trouver du monde pour tracter, pour afficher, faut. Oui, il faut trouver du monde, mais on n'a pas. Enfin, il y a dans cet engagement avec nous, il y a évidemment les habitants, hein, et donc on n'est pas très inquiet. Voilà, On a beaucoup de soutien. On a beaucoup de soutien. Nos affiches sont globalement en train d'être collées si la météo le permet, parce que coller quand il pleut, vous ne savez peut-être pas, mais la colle tient pas bien, ne sèche pas bien. Voilà. Bon, donc non, ça va. On a nos, c'est des soutiens amicaux, ouais. Des gens qui connaissent Frédéric, le maire de Caudry, des gens qui connaissent Nicolas, président de l'Aglo, avec ce qu'on a fait depuis des années. Bon, voilà, donc, les gens ont envie de nous aider et à travers nous ont aussi envie d'exprimer que la vie politique, c'est pas la chienlit qu'on nous promet au national, quoi. Ça peut être autre chose. Le programme, il est en cours de finition. On a prévu à ce stade 2 réunions publiques, puisqu'il y a évidemment des moments qu'on peut privilégier, en tout cas avec tout nos soutiens. On a une réunion publique au Cateau lundi, à 19h, au Théâtre Le Jeu. On a une réunion publique jeudi, à Caudry, à l'espace Schweitzer, à 19h également. C'était difficile d'en mettre d'autres, parce que c'est voilà, dernière minute, évidemment. Il y a l'Euro de foot, bon, aussi. Moi, j'ai une commission des finances, aménagement des territoires à la communauté d'agglomération mercredi, donc il faut que la mairie continue de tourner, il faut que la communauté d'agglo continue de tourner. Lors du jour de cette commission et du conseil communautaire qui s'en suivra, qu'on a dû repousser à cause des élections. Le conseil communautaire initialement était prévu le 26 juin, je crois. Voilà, repoussé. Donc on a fait la commission de finances, administration générale et aménagement des territoires avant le premier tour. Donc on continue évidemment de faire fonctionner nos collectivités. Et puis la campagne du premier tour. Les campagnes du premier tour s'arrêtent le vendredi à minuit. Donc en fait, c'est pas le samedi. Hein. On aura fait tout ce qu'on aura pu faire dans ce temps très très court. Est-ce que dans ce temps aussi court, vous avez déjà commencé à organiser justement la suite, si vous êtes que ce soit à la CAC ou au département? Non, mais moi je pense ça. Je n'ai pas de problème, je serai en confiance. Il n'y aura pas de rupture de gouvernance tant au département qu'à la communauté d'agglomération. D'abord parce qu'au département, le président Poiré, avec qui je me suis longuement entretenu de cette décision et de ses conséquences en cas d'élection, on fera les choses dans cette majorité qui est forte et solide, qui est la droite, forte et solide et d'expérience. Donc il n'y aura pas de difficulté. Quant à la communauté d'agglomération de Cambrai, cette gouvernance repose sur un pacte politique que vous connaissez en tout cas de nom, qui s'appelle le pacte territorial CAC 2030. C'est le pacte de gouvernance de la communauté d'agglo que j'ai fait adopter quand j'étais encore premier vice-président. Au terme d'un an de travail, on a produit ce pacte. Donc c'est la trajectoire politique de la CAC jusqu'à la fin de ce mandat et bien au-delà. Ce pacte il a été adopté à l'unanimité du conseil communautaire. Donc mon successeur ou ma successeur, en cas d'élection, connaît déjà la feuille de route, c'est celle sur laquelle aura lui-même ou elle-même déjà adopté, signé ou travaillé avec moi. Donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et je ne peux pas vous parler du bilan du président de la communauté d'agglomération et des actions que j'ai mises en œuvre, des nouveaux dispositifs que j'ai créés. Je n'en ai pas le droit. Est-ce que vous connaissez les autres candidats ainsi que ceux du RN?
Aucun, à part. Non, je ne les connais pas. Personnellement, je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est qu'une attaque du territoire. Et voilà, il y a évidemment Benoît Maréchal, qui est du territoire pour LFI, Madame Reinhardt, qui est du territoire. Donc, mais je ne les connais pas personnellement. Quant au candidat du Rassemblement national, il est d'Aulnoy-les-Valenciennes ou Maubeuge, je ne sais plus. On a vu une fois, le 18 juin. Est-ce que je peux vous prendre 5 minutes pour faire une interview? Bien sûr. S'il n'y a plus de questions, si vous êtes... Non, tout à fait, je pense. Dans cette campagne un peu folle, j'essaie de réorganiser avec Frédéric un moment presse autour du programme, si vous en êtes d'accord, en tout cas sur ce qu'on a couché sur le papier d'orientation, d'idées en début de semaine prochaine. Ok. Toute dernière question. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens du Cambrésis, Caudrésie, Catésie, maintenant qui nous écoutent? Vous avez fait confiance à des élus locaux, faites confiance à des élus locaux qui veulent vous défendre à Paris. Et puis qu'on les aime, tout simplement. Parce que pour être élu de terrain, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens de son territoire, il faut aimer son territoire, et il faut aimer les gens de son territoire. Il faut les connaître. Merci à vous. Merci.